Eh bien, c'est bon, je pense qu'on est en direct. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Je vous invite à vous manifester tout de suite dans le chat. Dites-moi si vous nous entendez, enfin, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si tout fonctionne. Je vois des bonjours apparaître. Je pense que c'est bon, c'est parti. Super. Très bien. Bah, écoutez, bonjour à tous et à toutes. Je suis super ravie de vous retrouver. Pour ce mois de février, à chaque webinaire, je me dis ça passe trop vite parce qu'à chaque fois, je vois les mois qui défilent un peu grâce à vous. Donc, comme chaque mois, on se retrouve pour un webinaire Instant RH organisé par Culture RH. Vous le savez, c'est un peu votre petit rendez-vous de chaque mois pour découvrir à chaque fois des nouveaux sujets autour de la thématique RH. Et donc aujourd'hui, je suis ravie parce qu'on va aborder un sujet qui, moi, me passionne personnellement. J'espère qu'il vous passionnera aussi. Dites-nous dans le chat si ça vous passionne. Mais nous allons parler notamment de l'onboarding. Alors, on vous expliquera un petit peu ce qu'on met dans l'onboarding, qu'est-ce que c'est que l'onboarding. Mais en gros, le parcours d'intégration. Et en plus, pour aborder ce sujet, j'ai deux invités experts du sujet, justement. On va retrouver aujourd'hui donc Clément Leminck et Albin Prudon. Pardon. Alors, je vais vous proposer de prendre la parole, d'expliquer en 2-3 mots un petit peu qui vous êtes, pourquoi cette thématique vous passionne. Et puis, juste après, on pourra enchaîner sur ce sujet. Et on est là pour 1 heure ensemble, maximum 1 heure de partage. Alors, je vois que Clément, ton micro est ouvert. Je t'invite à prendre la parole et nous dire un petit peu qui tu es en 2-3 mots. Carrément. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être présent pour ce webinaire. Merci Culture RH Factoriel pour l'invitation. Moi, dans les grandes lignes, je m'appelle Clément Leminck. Je suis People Experience Manager chez Partout. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme nébuleux? En gros, je m'occupe de tous les sujets de développement RH, donc des sujets de formation, de performance, de carrière, d'évolution. En gros, de tout ce qui se passe dans la vie d'un collaborateur ou d'une collaboratrice une fois qu'ils ont rejoint l'entreprise jusqu'à ce qu'ils quittent l'entreprise. Et partout, dans les grandes lignes, on est une scale-up, donc une start-up en hyper-croissance française. On a dépassé là la barre des 400 collaborateurs. On devrait être 500 d'ici la fin de l'année. On a des bureaux en France et en Espagne. Parfait. Et en plus, Clément, tu vas nous partager des exemples très concrets. Tu vas pouvoir illustrer parfaitement le sujet qu'on aborde aujourd'hui. Donc, merci à toi d'être avec nous aujourd'hui. Albin, je te laisse nous dire en 2-3 mots qui tu es, qu'est-ce que tu fais ici. Qu'est-ce que je fais ici? C'est une bonne question. Merci Anaïs et puis content d'être avec vous 2, aujourd'hui pour parler du sujet de onboarding. Donc moi, je suis, Albin Prudon, je travaille chez Factorial en tant que, comme vous pouvez le voir à l'écran, account executive. Alors encore une fois, non, c'est un nom, anglais donc mon rôle en fait au quotidien, c'est d'avoir des projets pour lesquels on me contacte, donc notamment des projets, RH, donc des entreprises qui viennent nous solliciter pour des problématiques. Alors, ça peut être sur l'onboarding ou sur d'autres sujets organisationnels RH. Et mon objectif, c'est de les aider, de les guider dans leurs projets et de voir le type de solution que je peux leur apporter. Donc là, aujourd'hui, très content de parler du sujet onboarding parce que c'est vrai que c'est un sujet clé dans toutes les entreprises, que ce soit des petites ou des grandes entreprises. Il n'y a personne qui est laissé sur le côté. Tout le monde est concerné par cette partie-là. Donc avec Clément, on va vous partager un petit peu la partie théorique des bonnes pratiques et puis à côté aussi des cas très pratiques avec des exemples et on sera curieux d'avoir vos retours dessus. Donc voilà, très content. Bah, parfait, merci à toi. Et on a Lauriane dans le chat qui nous dit oh Factorial, bonjour à Améthyste. Bon, private joke ou je ne sais pas. Ce sera Toi, passé. apparemment, tu dois le savoir, Albin. C'est ma collègue, c'est ma deuxième collègue sur la gauche. Ah d'accord, on comprend mieux. Super. En tout cas, merci Albin, merci pour cette petite présentation. Alors, l'idée aujourd'hui, vous l'aurez compris, effectivement, comme l'a dit Albin, on va aborder ce sujet très complet à aborder, ce sujet clé dans le process de recrutement qui est un peu le lien, en fait, justement, ce moment charnière entre le process de recrutement, la fin de l'expérience candidat et le tout démarrage de l'expérience collaborateur. On va avoir plein de points à aborder avec vous aujourd'hui. Déjà, pour vous rappeler un petit peu le cadre habituel des webinaires, pour ceux pour qui c'est la première fois, ce webinaire, il est fait pour vous, il est conçu pour vous, donc sentez-vous vraiment très à l'aise de rebondir dans le chat, de poser des questions. Moi, je serai le lien entre vous et Albin et Clément, donc sentez-vous à l'aise et libre de poser vos questions.
On gardera un petit temps à la toute fin du webinaire où on reviendra sur les questions qui seront potentiellement restées en suspens. Et puis, je pense qu'on est bon et qu'on est parti. Je vous propose qu'on se lance et je pense que pour se lancer, la première étape, ça serait d'éventuellement contextualiser et rappeler en gros qu'est-ce qu'on met derrière le mot onboarding, qu'est-ce qu'on met derrière ce parcours d'intégration, un petit contexte, des petits chiffres aussi. Je vous laisse prendre la main. Alors, qui se lance? Albin, Clément, Ouais, dites-moi. je vais commencer. Allez. Je vais commencer. Donc, déjà pour remettre un petit peu les choses à plat. Donc, qu'est-ce que l'onboarding? Donc, c'est une démarche d'accompagnement qui vise à prendre un petit peu en main vos nouveaux collaborateurs, vous assurer qu'il va y avoir plusieurs étapes lorsque une personne arrive dans l'entreprise et que tout le monde est aligné au niveau de la culture, des valeurs et des règles de l'entreprise. Donc, on a des termes un petit peu différents. On a la partie pré-boarding qui va dès la signature du contrat jusqu'au jour 1 du collaborateur. Mais bien sûr, le processus d'onboarding continue sur les premières journées, les premières semaines et les premiers mois. Et c'est très important d'ailleurs de ne pas s'arrêter au premier jour. Donc, je vais vous partager aussi quelques chiffres qui peuvent vous indiquer un petit peu les problématiques alors qu'on voit au quotidien, mais qui sont un peu plus parlantes. Alors, 35% des personnes qui sont recrutées ne viennent même pas, en fait, le premier jour, ne se présentent même pas dans l'entreprise parce qu'il y a eu un complet manque de communication entre l'entreprise et le candidat. Donc, c'est quand même impressionnant, une personne sur 3. Deuxième petit chiffre, on a plus de 8 entreprises sur 10 qui ne se sentent pas du tout prêtes au moment de l'arrivée d'un collaborateur. Donc voilà, l'objectif, c'est qu'on vous présente avec Clément un petit peu des conseils ou des bonnes pratiques là-dessus. Environ 80% des collaborateurs qui ne se sentent pas vraiment bien formés ou bien pris en charge lorsqu'ils commencent leur parcours dans l'entreprise, lorsqu'ils commencent leur travail. Et ça, du coup, c'est problématique. Ça veut dire que ça va mettre beaucoup plus de temps à ramp up, encore désolé pour l'anglicisme, mais pour se lancer, pour être actif, pour être bien efficace dans leur travail. Et du coup, tout l'intérêt d'avoir un onboarding qui est solide. Et malheureusement, voilà, dernier chiffre, mais qui du coup est assez impactant, c'est qu'un 4 sur 3 démissionne suite à une mauvaise intégration et quasiment 70% des personnes qui ont eu un mauvais onboarding partent dans les 6 mois. D'où la requalification du contexte aujourd'hui. C'est important d'avoir quelque chose qui est bien solide, bien organisé. Du coup, je me permets de rebondir, Albin, sur les chiffres que tu nous partages. Une question que je pose à l'audience, est-ce que ça vous surprend ces chiffres, notamment 35%, c'est quand même assez important, des personnes recrutées ne se présenteraient pas le premier jour en l'absence totale de communication entre la promesse d'embauche et l'intégration. 35%, est-ce que ça vous surprend? Et deuxième point, j'ai vu dans le chat des personnes nous dire que la présentation n'est pas très lisible, c'est pas assez zoomé, et est-ce que on pourra partager ou pas? Alors j'ai vu que Clément l'a dit dans le chat, mais je le reconfirme, on pourra effectivement vous partager la présentation, hein, il n'y a pas de souci. Et je vois que vous réagissez, 35%, c'est énorme, ça a l'air de vous marquer. Et des personnes nous demandent la source. Alors si je dis pas de bêtises, le livre blanc, Robert Walter, c'est bien ça, Albin, je pense, la source de cette stat? Exactement, c'est bien Oui, ça. c'est ça. Yes, c'est bien ça. Effectivement, c'est cette source-là qui est très facilement trouvable sur Google, mais si vous voulez, on pourra aussi vous la partager, cette étude. Donc, je vois que vous réagissez, ça a l'air de vous marquer quand même, cette stat-là en particulier. Du coup, en termes de bonnes pratiques, si on se lance vraiment dans le concret, là, dans le vif du sujet, je crois que Clément, tu avais des petits points à nous partager en termes de bonnes pratiques, notamment ce que vous faites chez Partout, ou en tout cas, comment tu pourrais nous inspirer sur ces bonnes pratiques? Ouais, carrément. Alors, on a une semaine de la Saint-Valentin. Du coup, c'est vibe encore romantique. On reste dans le thème. Et lorsque vous m'avez proposé de parler un petit peu d'onboarding, en fait, tout de suite, moi, le parallèle auquel j'ai pensé, auquel je pense régulièrement, c'est celui de la séduction et d'un couple. On en parle souvent, en fait, du fait que le recrutement ait un lien avec la séduction. Et ça, c'est totalement le cas, en fait. C'est d'abord une rencontre
un coup de foudre et qui se fait soit via de la chasse, soit via un CV qui est reçu et où on se dit wow, super, c'est le candidat ou la candidate parfaite. Ensuite, ça va être une série de dates, d'entretiens pendant lesquels on va essayer de trouver des centres d'intérêt communs et il y a une affinité petit à petit qui va se créer. Et puis après, ça va être le bisou ou plus qui va se traduire par l'offre a priori et la signature. C'est bon, on conclut, on a envie de tenter une aventure ensemble. C'est merveilleux, c'est magique. Tout est beau dans le meilleur des mondes. Moi, ces 35%, je vois les emojis en réaction, ces 35%, ils ne m'étonnent pas tellement dans le sens où, en fait, attention, il n'y a pas écrit que 35% des gens ne se présentent pas le premier jour, il y a écrit que 35% lorsqu'ils ont eu zéro communication entre la signature de l'offre et l'arrivée, ils ne se présentent pas. Et en fait, pourquoi ça ne m'étonne pas? Parce que la suite dans l'amour, eh ben, c'est ça, c'est cette lune de miel, c'est ce moment où on a tout le temps envie d'être ensemble, où on est heureux et tout est parfait, versus la suite dans le recrutement, c'est souvent la slide suivante, Albin, qui va être ça. En fait, c'est ces moments de 3 mois hyper longs et douloureux de préavis où on se sent tout seul et on se dit, est-ce qu'ils m'ont oublié? Et qui fait que le jour J, où on doit commencer dans notre boîte, en fait, on est hyper angoissé parce en fait, ça semble lointain, ce moment où on s'était parlé et où tout passait bien. Et puis, si on ne réussit pas à avoir ce lien qui reste, eh ben, on se sent perdu tout de suite. Stéphanie qui dit dans le chat, le recrutement, c'est le Tinder professionnel. Exactement, c'est une histoire de match. Et en fait, cette relation, il faut l'entretenir, cette flamme, il faut l'entretenir. Et en fait, tout ça, c'est ce qu'on appelle le pré-boarding. Du coup, j'en parle normalement sur les slides suivantes. Albin, si tu... Ouais, parfait. Le pré-boarding. Et le pré-boarding, du coup, c'est, vous l'avez compris, la phase comprise entre la signature et l'arrivée d'un nouveau collaborateur. Et c'est ces 3 mois pendant lesquels il faut essayer, enfin 3 mois, pas toujours 3 mois, mais je prends le préavis qu'on retrouve le plus souvent, mais c'est ces mois, ou en tout cas cette période pendant laquelle il faut essayer de garder un lien, parce que c'est très bizarre d'avoir eu un lien rapproché, où on se tient au courant et où on se projette ensemble dans une aventure, et ensuite de plus entendre parler de l'autre pendant une durée aussi longue. Puis c'est toujours angoissant, un changement de job. Du coup, on peut avancer et ce que je voulais vous partager, c'était quelques tips un peu sur comment réussir un pré-boarding. Et je voulais vous partager des trucs hyper concrets que nous, on fait chez Partout, que moi, à l'époque, quand j'ai signé chez Partout, j'ai eu la chance d'avoir. C'est avant tout une prise de contact tout au long de la période. Et en fait, cette prise de contact, ça peut être l'occasion notamment de fournir des ressources, de permettre à la personne de découvrir l'entreprise, l'équipe, le poste. Et je mets bien attention, ça ne doit pas être du travail. L'objectif, ce n'est pas de demander du travail, mais c'est de permettre à la personne de continuer de se projeter. Je vous donne un exemple hyper concret. Moi, quand j'ai signé chez Partout, typiquement pendant la période de mon préavis dans mon ancienne boîte, chez Partout, on a racheté Pulp, qui était une boîte qui faisait du click and collect avec des restaurants. C'était l'occasion pour mon DRH de m'envoyer un petit message en disant « Hey, salut Clément, je ne sais pas si tu as vu l'info, mais on a racheté Pulp. Tiens, en PJ, le communiqué de presse, si ça t'intéresse de comprendre un petit peu la logique et la stratégie derrière cette acquisition. » C'est trop bien parce que déjà, c'est une prise de contact, j'ai des nouvelles, etc. De deux, je peux déjà me projeter et comprendre un petit peu plus la stratégie de la boîte et avoir une info sur une actu de la boîte. Et du coup, tout se passe bien. Après, lui, il était exemplaire dans le sens où je pense qu'il ne s'est pas écoulé 2 semaines pendant cette période sans que j'ai des nouvelles de lui tôt ou tard. Quitte à ce que parfois, c'est juste « Salut Clément, là, je suis en vacances à la montagne. Tiens, une photo de mon chien qui court dans la neige. » Juste pour te dire que j'ai hâte que tu rejoignes l'équipe. Je viens de réaliser que c'était dans seulement 1 mois. Et du coup, je voulais te dire qu'on pense à toi, on a hâte que tu viennes. Et puis, j'espère que tu passes une bonne semaine. Et c'est tout. Et ça ne demande rien. Mais en fait, ça fait plaisir. Et je me dis, trop bien, il se projette dans la relation. Moi, je reçois une petite photo, un petit message, comme j'aurais d'un ami, d'un collègue, etc. Mais je me projette et je me dis, c'est bien, je suis attendu. En fait, je vois qu'il y a une attente, je vois qu'on ne m'oublie pas. Et enfin, dernier tip, c'est demander s'il y a des besoins particuliers, comme une situation de handicap. Moi, c'est et du coup, une adaptation de poste. C'est une question que j'avais pris l'habitude de poser à chaque fois, notamment, j'avais commencé quand j'étais chez Warner Bros à l'époque. Et j'ai en tête un cas où en fait, ça a été hyper utile parce que le collaborateur en face m'a dit « Ah en fait, j'aurais pas osé te le demander, mais vu que tu m'en parles, il se trouve que je me suis cassé la jambe la semaine dernière. Du coup, je vais avoir des béquilles, etc., un plâtre pendant un certain temps. Et je voulais savoir, si vous aviez un ascenseur, et 2, si on pouvait imaginer une adaptation de poste, parce que rester avec un plâtre derrière un ordi, c'est pas facile. » C'était une époque où le télétravail n'était pas encore hyper répandu, rappelez-vous. Cette époque hyper lointaine d'il y a quelques années, où même avec un plâtre, les gens venaient au travail. Et en fait, avoir posé la question, ça nous a permis de nous préparer, et lui, le jour d'arrivée, d'avoir déjà un poste de travail avec tout ce qu'il fallait pour être à l'aise, bien qu'en ayant une jambe dans le plâtre. Et je vous ai mis un petit bonus. Le petit bonus, ça va être un moment informel. Pourquoi pas inviter le futur collaborateur ou collaboratrice
à un moment informel avec l'équipe pour commencer à rencontrer l'équipe, mais dans un contexte un peu plus sympa. Nous, ce qu'on avait fait, vous voyez des petits emojis bière et micro, on avait fait un karaoké avec mon équipe avant que j'arrive. Du coup, on était allé prendre un verre et puis on avait chanté tous ensemble. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec le La karaoké. base. On a vérifié ça avec vos futurs collaborateurs avant de les inviter, mais c'est une idée comme pourrait y en avoir plein d'autres. Ça crée du lien. Exactement. Et Voilà. alors, je rebondis sur ce que tu nous dis, Clément. Il y a Marion dans le chat qui pose la question. Alors, c'est peut-être sa perception à elle, mais elle se disait, ou en tout cas, elle demandait, mais est-ce que c'est pas un peu trop d'avoir des nouvelles presque toutes les semaines pendant 3 mois? Ouais, Alors, a priori, c'est ce qu'elle ressent en lisant ce parcours-là, mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux répondre? C'est une excellente question. Et en fait, ça illustre bien une chose. C'est la raison pour laquelle nous, notre sujet de travail, les RH, c'est selon moi le meilleur au monde. C'est qu'il n'y a aucune recette magique parce que derrière, c'est des êtres humains. Et du coup, la solution magique en RH, c'est toujours adapté à la personne qui est en face. Et du Bien coup, sûr. tout simplement, pourquoi pas poser la question? Et je prends un autre exemple. C'est typiquement les départs en congé maternité, qui sont des moments qui sont très souvent peu, voire pas accompagné en entreprise. Moi, à chaque fois que j'ai une collaboratrice qui part en congé mat, je fais une réunion au préalable avant son départ et on s'aligne sur hey, est-ce que tu as envie qu'on ait des points de contact et des moments où je t'écris des petits messages et je te tiens au courant des news de la boîte. Et il y a des gens qui vont dire bah non, j'ai envie de prendre un temps out, et des gens qui disent ah ouais, trop bien, genre si tu pouvais chaque mois me faire un petit récap de ce qui s'est passé, ce serait trop trop bien. Et du coup, parfait, chaque mois, je leur envoie un message. Et du coup, avec le futur collaborateur ou collaboratrice, Marion, dans ce cas-là, on peut discuter au moment de la signature et je peux te dire, tiens, Marion, pour toi, qu'est-ce qui serait bien comme rythme? J'ai pas envie qu'on ne se parle plus pendant 3 mois, mais j'ai pas envie non plus de te harceler. Qu'est-ce qui te plairait? Et viens, on parle là-dessus. Et puis peut-être de quel type d'infos toi tu as besoin ou tu as envie d'avoir pendant cette période-là, quoi. Donc voilà. Mais est-ce qu'on n'en revient pas un petit peu avec ton parallèle avec l'amour finalement? C'est un peu pareil, chaque relation est différente. Et en fait, on pourrait à nouveau faire ce parallèle-là. C'est pareil, tu vas doser, dans une relation amoureuse, tu vas doser les échanges après le premier date en fonction de comment s'est passé le date et puis des attentes de l'un et de l'autre. En fait, ce parallèle fonctionne tout le temps. Ouais, en fait, Clément. parce que encore une fois, c'est des situations où il y a de l'humain et chaque humain a un point de vue différent. Il y a des couples où ils diraient attends, si mon copain ou ma copine ne m'envoie pas un SMS chaque jour, ça va pas du tout, c'est qu'il se passe un truc grave dans le couple. Et il y en a d'autres où ils disent franchement, si je devais écrire tous les jours à la personne avec qui je suis en couple, ce serait l'enfer. Et c'est très bien, c'est tant mieux en fait. Chacun sa relation qui lui convient, quoi. C'est ça. Alors, il y a une question, j'ai pas compris, je sais pas si c'est une private joke ou pas, alors j'essaie de comprendre. Julien qui dit c'est pas un peu trop la photo du chien qui court dans la neige? J'ai loupé un truc ou pas? Je partageais ça de mon DRH qui voyait ça. En fait, ça dépend. Ah d'accord, j'avais pas fait le lien. En fait, après, pour recontextualiser, moi, mon DRH, Hugo, je le connaissais déjà avant. Donc, en fait, on avait déjà un peu une relation d'amitié dans le sens où on avait bossé ensemble sur d'autres trucs avant. Et donc, forcément, ça allait un peu plus loin. Je ne sais pas s'il enverrait à tous les collaborateurs une photo du chien qui court dans la neige. Mais encore une fois, why not? Ça dépend de la personne. Si je sais que cette personne aime particulièrement les animaux et qu'on s'est retrouvé pour une raison XY à parler d'animaux, why not envoyer une photo de chien dans la neige? On est toujours au truc de. Ça marche, on comprend mieux. Écoute, merci déjà pour cette première illustration pré-boarding. Est-ce qu'à la fin, je te laisse prendre la suite sur ce que tu voulais nous partager, compléter? Avec plaisir. Ouais, exactement, avec plaisir. Et super exemples de Clément. J'aime beaucoup l'idée du chien aussi. Donc, petit gif pour illustrer ce qui se passe, ce qu'on me dit en fait au quotidien en tant que RH pour organiser le pré-boarding. C'est un petit peu l'étape, c'est une étape un peu pas cauchemardesque, mais presque, parce que déjà au quotidien, les RH ont 1 million de tâches à réaliser, et du coup, c'est pas par manque d'envie, mais c'est parfois par manque de temps que le pré-boarding n'est pas forcément bien fait. Donc, je vais vous partager quelques bonnes pratiques. Alors, peut-être qu'à l'écran, ce sera pas visible. On vous enverra la présentation dans tous les cas. Je vous explique un peu la logique. Ce qu'on voit au quotidien, c'est que au niveau du pré-boarding, c'est que les directions RH doivent courir un petit peu après tout le monde, essayer de devenir chef d'orchestre au sein de l'entreprise pour dire OK, service informatique, est-ce que
l'ordinateur de la personne est prêt, est-ce qu'on a bien ses accès, est-ce que le manager a préparé son email de bienvenue, est-ce que ma collègue a préparé un pack de bienvenue. Et du coup, parfois, c'est une checklist sur Excel ou parfois, il n'y a même pas de checklist, c'est tout dans la tête. Donc, c'est pas forcément idéal pour s'organiser. Et donc, notre recommandation là-dessus, c'est d'utiliser des outils avec, voilà, dans un premier temps, donc une checklist avec toutes les tâches qui devront être faites au sein de l'organisation, donc avec les différents départements, savoir à qui la tâche va être attribuée et à quelle échéance ça doit être fait. Alors, ça peut être fait avec un SIRH ou sinon, pour commencer sur un Excel. Mais l'idée, c'est au moins d'avoir une base pour ne pas se retrouver, voilà, que le collaborateur il arrive le jour J et qu'il y ait des choses qui ne soient pas prêtes parce que c'est vraiment le pire qui puisse arriver. Ça ne donne vraiment pas une bonne image. Donc j'ai mis quelques points sur la gauche qui peuvent vous permettre d'utiliser cet exemple-là. Et je me suis permis de prendre aussi du coup mon cas personnel quand je suis arrivé chez Factorial. Alors encore une fois, je ne sais pas si ce sera très visible à l'écran. Je vais passer ma souris dessus, mais sur la gauche, donc côté employé, vous allez voir que quand j'ai rejoint Factorial, excusez-moi, je m'enrhume, c'est l'hiver. J'avais la liste des tâches que je devais faire. J'avais mon échéance pour savoir à quelle date je devais faire telle tâche, par exemple remplir mes infos personnelles pour qu'on puisse me faire mon contrat, signer mon contrat de travail, remplir mes informations un peu plus personnalisées, donc savoir est-ce que je suis végétarien ou est-ce que je suis vegan, parce que si on organise des événements internes, c'est important de savoir combien de personnes mangent de la viande ou non, quelles sont les langues que je parle pour pouvoir mieux communiquer avec moi, quelle est ma taille de t-shirt pour me préparer mon pack de bienvenue. Donc, on peut aller encore plus loin. L'exemple de Clément était intéressant pour cocher une case et dire est-ce que vous voulez être contacté régulièrement ou est-ce que vous êtes plus une personne tranquille qui préfère limiter les communications. Donc ça, c'est tout un tas de choses que vous pouvez personnaliser. En dessous, j'ai mis une petite vidéo, donc c'est un screenshot de vidéo où j'ai mes collègues qui m'ont envoyé une vidéo pour me montrer comment signer digitalement mon contrat de travail. Comme ça, voilà, ça évite de se déplacer, ça évite que les RH aient à répéter toujours la même chose. Et dernier point qui était intéressant aussi sur la droite, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai reçu donc un email de bienvenue avec un pack, pas un pack de bienvenue, pardon, mais un guide de bienvenue en ligne à consulter avant mon arrivée. Du coup, je savais exactement quand est-ce que j'arrivais, où est-ce que je devais me présenter, qui est-ce que je devais demander. J'avais déjà une idée un petit peu de l'organisation des équipes, j'étais familier avec les valeurs de l'entreprise et du coup, sincèrement, ça a fait une belle différence lorsque tu arrives le jour J. Si en plus tu peux rencontrer l'équipe informellement ou faire un petit tour de bureau avant d'arriver le jour J, c'est une autre bonne pratique qui permet vraiment aux nouveaux collaborateurs de se sentir bien impliqués et bien dans ses baskets le premier jour et de savoir ce qui va se passer. C'est super complet, Albin. Je pense qu'il y a des personnes qui sont demandeuses. J'ai vu dans le chat passer la question, est-ce que il y aurait un outil type checklist, ce genre de choses? Ça tombe bien parce que si je dis pas de bêtises, Albin, je crois que vous aviez prévu en toute fin de partager un peu la checklist ultime pour préparer son onboarding. Donc, on va pas vous spoiler, mais on vous en reparlera à la toute fin. Et je répondis sur une question posée par Céline qui nous dit quid des données récoltées. Là, on est sur le plan un peu plus légal RGPD. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça, Alban? Là-dessus, je peux seulement répondre du côté de Factorial, hein, si la question est posée là-dessus. C'est Oui. important en tout cas, de sélectionner une solution, un partenaire qui va avoir ces données, donc qui respecte les normes RGPD, en tout cas européennes, et les normes de sécurité. Donc bien sûr, du côté de Factorial, on est complètement compliant là-dessus, mais je pense que c'est le cas des SIRH en général. C'est important dans votre choix d'avoir cette partie-là en tête. Ça marche. Et du coup, il y a Annie qui nous dit, alors elle souligne toutes les bonnes intentions que tu as pu nous partager là, et elle se pose la question, mais est-ce que tu penses, et Clément pourra peut-être aussi compléter, est-ce que vous pensez que toutes les entreprises, elles ont effectivement les ressources nécessaires pour mettre en place tout ce process, avec toutes ces belles intentions liées à ce process? Est-ce qu'elles ont bien toutes les ressources pour le faire?
les entreprises? Ah, vas-y, je t'en prie, Clément. Non, je t'en Ouais. prie. Comme ça. Ouais, Vas-y, Clément. je peux répondre. Mais en fait, c'est comme tout. C'est question d'avoir des process. Une fois que les process sont bien huilés, envoyer une checklist et la préparer, c'est rapide. Un onboarding, c'est galère à organiser si on n'a pas un process à suivre. En revanche, si on sait facilement que l'IT doit préparer un laptop à chaque fois qu'on envoie un ticket à l'IT et que c'est des choses qui sont référencées, documentées et dont les gens prennent l'habitude, ça devient faisable. Le plus dur, je pense, c'est la toute première fois de se dire, OK, on met à plat le process, on le rend clair, on distribue bien les rôles. C'est pas le RH qui s'occupe du laptop, c'est l'IT. C'est pas, je sais pas, le RH qui s'occupe du badge, c'est le service bâtiment, j'en sais rien. Ou au contraire, c'est le RH qui s'occupe de tout parce qu'on a encore une petite boîte. Mais en tout cas, savoir mettre ça assez vite au clair. Et puis après, oui, ça prend des ressources et du temps. Et en même temps, ce temps, il vient au service de l'expérience collaborateur. Et là, bon, c'est un débat, ça pourrait faire l'objet d'un webinaire tout entier. Mais c'est la question d'allocation et du staffing des équipes RH. Dans beaucoup de boîtes, les équipes RH sont vues comme un centre de coût. Néanmoins, bon, forcément, hein, je défends mon bout de gras, mais moi, je pense qu'on est une fonction qui apporte beaucoup de choses à l'entreprise. Et c'est se dire, OK, est-ce qu'on est prêt en fait à avoir une équipe RH suffisamment staffée pour s'occuper de ce genre de sujet où on le sait, et là, je reviens sur tous les chiffres qu'on a donnés au début, on le sait que c'est hyper important. On connaît les coûts d'un recrutement, on connaît les coûts d'un onboarding raté, on connaît le temps de formation qu'on passe sur un nouveau venu qui va partir au bout d'un mois parce qu'il ou elle n'est pas convaincu de l'entreprise. Si on offre une vraie qualité et une vraie expérience à ses collaborateurs et collaboratrices-là, ils resteront. Donc l'entreprise sera gagnante. Et au final, payer, parce que ça ne prend pas très longtemps non plus, hein, donc la personne qu'on recrute pour ça, elle fera d'autres choses aussi. Mais avoir une équipe qui est staffée pour répondre à ces besoins-là, je pense que c'est nécessaire et je pense qu'en fin de compte, ça fait gagner de l'argent ou économiser de l'argent à l'entreprise. Chief Happiness. Est-ce qu'on pourrait même imaginer Pardon, Clément. Non, je voyais la Je question disais, dans le chat du CHO. Oui, j'allais rebondir sur ça. Est-ce qu'on peut imaginer du coup la création d'un poste qui du coup serait justement dédié à l'onboarding? Moi, je l'ai déjà vu dans certaines entreprises où dans l'équipe RH, une personne va être dédiée vraiment alors pas qu'onboarding, hein, ça va être plutôt expérience collaborateur, incluant l'onboarding. Et puis on a vu des métiers émerger comme les Chief Happiness Managers, entre autres. Ça débat dans le chat sur ce sujet-là. Ça n'existe plus. Ouais, comme le dit Isis, c'est vrai qu'on en parle de moins en moins. La réalité dans beaucoup de boîtes, c'est que c'est l'office manager, du coup, qui, pareil, en fait, a un nouveau métier qui n'existait pas il y a 15 ans. Ouais. À l'époque, on parlait un peu de workplace, de services généraux, etc. Mais c'est souvent cette personne qui est à la fois en charge des bureaux et de l'onboarding, qui est très souvent rattachée à l'équipe RH et qui, du coup, s'occupe un peu de ça, en fait, de l'expérience des employés à l'échelle événements d'entreprise, séminaires, etc. Gestion des locaux, c'est des trucs tout bêtes, mais s'assurer qu'on ait des ampoules qui marchent, des imprimantes qui marchent, des machines à café qui marchent et du café dans les machines à café. Et puis l'onboarding, bien sûr, l'accueil des nouveaux arrivants et essayer de faire en sorte que l'onboarding soit pour le mieux. Ça marche. Et je crois, Albin, que tu avais... Pardon. Vas-y, Anaïs. Pardon, Clément. je t'ai coupé. Non, je ne sais pas si tu voulais finir sur ça, sinon j'allais enchaîner. Ouais, pareil, j'allais dire en parlant d'onboarding, et je vois qu'il y a Sandrine qui partage son onboarding raté, débarre au bout d'une semaine. Et justement, ça amène à la slide suivante alors. Sandrine, ne nous spoilez pas tout de suite, gardez-en un petit peu. La question suivante, Albin, je crois que tu avais une question à poser au chat, à l'audience dans le chat. Est-ce que c'est ta question? Est-ce que c'est celle de Clément d'ailleurs? Je ne sais pas. En tout cas, on vous pose la question. C'est notre question, exactement. C'est notre question. Ça fait un peu politique. C'est notre question. Quelle est votre pire expérience d'onboarding? En attendant que ça réagisse dans le chat, est-ce que Clément ou Albin, vous voulez nous partager la vôtre, la pire? Vas-y, Albin, je crois que tu avais pas mal d'anecdotes. Malheureusement, j'en ai plusieurs. Choisis la pire. Non, une qui n'a pas été hyper agréable. Alors, c'est tu arrives dans une entreprise et il y a vraiment rien qui est prêt. C'est-à-dire que j'avais même pas encore d'adresse email. J'ai dû, ce que je disais à Clément quand je lui ai partagé un petit peu cette expérience, j'avais l'impression d'être dans un jeu vidéo ou dans une chasse au trésor et il fallait que j'aille débloquer les différents items. Donc, j'aille débloquer le PC auprès du service informatique, que j'aille demander mes accès LinkedIn auprès des personnes concernées, que je demande à la finance quelque chose.
Donc, c'est pas la meilleure expérience. Aucune info sur les valeurs, aucune info sur la stratégie de l'entreprise. Donc, franchement, c'était pas idéal. Et bon, j'en ai d'autres. Et malheureusement, c'est pas le cas. On a tendance à penser que c'est que des petites boîtes qui ont pas de process, alors que je peux vous assurer, je donnerai pas de nom, que même dans des très grosses boîtes, il y a des cas où tu arrives et on te dit voilà ton ordinateur, allez, bonne journée. Si tu as besoin de quelque chose, tu lèves la main et puis bon courage. Voilà. Donc, Ah ouais, c'est sujet, vrai. sujet important. Je pense qu'il y a des personnes dans le chat qui confirment ce que tu racontes. J'ai l'impression que c'est finalement les 2 points qui reviennent le plus souvent. Le fait que les personnes ne soient pas au courant de notre arrivée, le premier jour. Moi aussi, je l'ai déjà vécu d'ailleurs. C'était assez plaisant d'arriver et de ne pas être attendu. Personne ne savait. Et le deuxième point, je pense que c'est le côté un peu matériel. Tu sais, c'est ce que tu dis, c'est ce que tu décrivais. Tu arrives et tu n'as pas de bureau, pas d'ordinateur. L'équipe IT n'a pas été mise au courant, l'équipe logistique non plus. Donc, je pense que c'est un peu les deux points qui reviennent le plus, je vois, dans les témoignages, dans le chat. Et Ouais, je juste confirme. pour rebondir sur la question, il y avait des services RH, malheureusement. Mais Et bon, pourtant, il y avait des services RH, c'est vrai. ouais. Comme Mais j'ai quoi, l'impression c'est que pas... ouais, manque de temps, c'est pas l'envie qui manque peut-être, mais parfois tellement de feux à éteindre au quotidien que c'est pas évident de se concentrer sur ces points-là. Moi, ce que j'avais remarqué souvent, c'était aussi au niveau un problème de communication interne, en fait. Moi, RH, je croyais que c'était un tel, le manager opérationnel qui devait s'en occuper. Très souvent, c'est lié à un problème de communication, en fait. On ne s'est pas mis d'accord dès le départ, finalement, dès le démarrage du process de recrutement. D'où l'importance, on le répète à chaque fois, mais au démarrage d'un process de recrutement, de se mettre d'accord dès le départ sur qui sont les acteurs du process, qui va faire quoi dans le process, etc. Ça, c'est des choses qui devraient être idéalement calées bien avant l'intégration, finalement, et de savoir chacun, le rôle de chacun. Ouais, et on le voit dans le chat, beaucoup de gens qui partagent justement le coup de l'ordinateur. Plein de gens qui n'avaient pas d'ordinateur à leur arrivée. Jusqu'à, c'était Davy qui nous partageait pendant 2-3 semaines, pas de PC, Ouais. je n'ose pas imaginer, 2-3 semaines entières sans avoir tout ce travail. Ça devait pas être évident. Je serais curieux, David, de savoir comment vous avez fait. Ou sinon, voilà, des personnes qui avaient une adresse mail, mais rien d'autre. Pas forcément de trombinoscope, donc on ne sait pas qui c'est. Pas mal de gens qui ont partagé le fait d'avoir des équipes qui ne soient pas au courant de leur arrivée, ça c'est pas mal non plus. Et éventuellement même quelqu'un qui avait dit pas de responsable le jour de l'arrivée. Donc ça c'est super, l'équipe n'est pas au courant qu'on arrive et le manager ou la manager n'est pas là. Du coup, on est littéralement un invité mystère qui ne sait pas quoi faire dans les locaux. Et comme tu le disais, Anaïs, c'est de la communication, mais c'est aussi, je reviens sur ce que je disais un peu avant, le fait de ne pas avoir forcément de process huilé. Dès lors qu'on a un process huilé et que les responsabilités et les scopes sont bien définis, on évite d'entrer dans cette guerre de scope de le RH dit c'était au manager de s'occuper de son onboarding, le manager dit c'était au RH, les deux disent ah ouais mais c'était le service informatique qui devait s'occuper de l'ordi, le service informatique dit bah oui mais nous on n'avait pas l'info qu'il y avait le collaborateur qui arrivait, et bref c'est des allers-retours où tout le monde se rejette la faute, mais au final la personne qui en pâtit c'est le nouveau collaborateur ou la nouvelle collaboratrice. Moi je m'étais noté sur la slide suivante quelques tips un petit peu notamment sur quelques jours avant, et en fait on en revient un peu presque au pré-boarding, mais c'était juste avant le jour J, et ça peut être le vendredi d'avant, mais assurons-nous que tout est bien prêt au niveau du bureau de la logistique, qu'on a une place de bureau, parce que là on a parlé beaucoup des ordis, mais moi j'ai déjà vu ça aussi, le collaborateur ou la collaboratrice qui arrive dans l'open space, et puis ah ouais mais en fait on n'a plus de bureau, qu'est-ce qu'on va faire? Et il y a quelqu'un qui se tient debout, et puis on est là à essayer de réaménager, déplacer des bureaux, aller chercher un bureau à un autre étage, c'est incroyable. Donc bien préparer le bureau, la logistique, le matériel, mais aussi au-delà de ça, le planning de la première semaine, que la personne quand elle arrive en fait elle soit pas un peu démunie et qu'elle ait déjà en fait des tâches un petit peu et des choses, des meetings, peut-être de rencontres avec les différentes équipes, les différents stakeholders, des présentations, mais en tout cas des choses de préparer pour donner un fil rouge un petit peu à cette première semaine. Et je vous ai mis doc de briefing. Doc de briefing, c'est pas obligatoire, mais c'est un exemple que moi, Hugo avait fait pour moi, où en fait, à mon arrivée, j'avais déjà un super fichier Word, tout simplement, mais avec plein d'infos. L'organigramme de l'entreprise, le lien vers tous les outils qu'on utilise côté HR,
une to-do pour mes 2 premières semaines de tout ce qu'il attendait que je fasse, que ce soit rencontrer des gens, que ce soit aller paramétrer les différents outils, que ce soit ceci, que ce soit cela, commencer à sortir les datas de mon périmètre, ce genre de choses. Mais du coup, quelque chose qui m'a guidé énormément et où je retrouvais toutes les bonnes infos. Et ça allait jusqu'à l'état actuel de l'équipe RH, comment l'équipe RH va grandir dans les 6 prochains mois et sa vision du truc. Et en fait, du coup, j'avais mon doc qui me permettait d'être briefé, qui me permettait d'avoir des pistes, des actions, et surtout qui était un peu mon point d'ancrage et ma Bible, parce que si j'avais un doute sur les outils qu'on avait, je pouvais toujours revenir dessus. Et je vous ai mis un bonus, j'aime bien partager un bonus à chaque fois un peu plus fun, un peu plus sympa. C'est le fameux Buddy Programme, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça vient de l'anglais. Buddy, c'est ami, et programme, donc un programme pour avoir un ami, un parrain, une marraine, on dirait en français plutôt. Et c'est des programmes qui permettent le jour J d'avoir quelqu'un qui nous est associé, idéalement d'une autre équipe, d'un autre département, et qui pourra nous accompagner dans nos premiers jours, nous faire visiter les locaux, qui nous permettra d'avoir des liens dans d'autres équipes et d'avoir quelqu'un à qui parler, qui n'est pas forcément notre manager auquel on n'osera pas tout dire, mais qui peut être quelqu'un d'externe et qui peut nous guider, nous accompagner, nous faire découvrir d'autres aspects de l'entreprise. Parfait, tu réponds à la question Claire, ça l'a intriguée tout de suite, elle a dit qu'est-ce que c'est que le Buddy Programme. Bon ben, tu vois, tu as tout de suite éclairé la question de Claire. Et il y a Julie qui nous demande, question pour le livret d'accueil, est-ce que vous préférez, alors vous préférez, je me doute de la réponse que vous allez donner, mais est-ce que vous préférez un gros livret d'accueil ou un livret d'accueil concis, plus des infos complémentaires sur l'intranet? Alors, qu'est-ce que vous préférez? Alors, en fait, moi, j'ai presque envie de répondre les deux. C'est-à-dire, je préfère bien évidemment un truc concis parce qu'il faut que ce soit quand même rapidement lisible et qu'on sache où s'y retrouver. En revanche, il n'y a aucun mal à avoir quelque chose de précis qui renvoie vers de la doc plus complète pour ceux qui ont besoin d'aller dans le détail ou d'entrer dans le détail. Donc, ce qui est bien, c'est soit on a effectivement un intranet, un wiki ou en tout cas de la documentation interne. Et à ce moment-là, on peut avoir un doc concis qui renvoie vers les articles pour ceux qui ont besoin de plus d'infos, qui veulent aller plus loin. Tout le monde n'a pas forcément les mêmes besoins. Ça peut être de dire, on a des équipements sportifs, si ça t'intéresse, voilà le lien vers l'article sur la salle de sport, etc., comment ça marche, le prix de l'adhésion, j'en sais rien. Pour ceux que ça n'intéresse pas, tu scrolles. En fait, c'était juste une ligne et tu la sautes et tu passes à autre chose. Ce genre de choses. Ça, je pense, c'est l'idéal. Du coup, c'est les deux. Un endroit où on a beaucoup de docs et un petit livret qui synthétise toutes les infos, quoi. Et dans lequel on va piocher. Ça marche. Ok, ça marche. Est-ce que d'autres bonnes pratiques pour un premier jour à partager? Est-ce qu'Albin, tu voulais compléter avec d'autres points? Ouais, exactement. Encore une fois, je voulais vous présenter quelques cas pratiques réels. Allez. Donc encore une fois, désolé si c'est pas très lisible. Je vais vous expliquer un petit t'écoute. peu ce qu'il y a à l'écran chez Factorial. Notamment, on utilise du coup différents outils pour s'assurer que la personne est bien accueillie. Donc sur la gauche, on voyait un petit screenshot où on a mis un message sur Factorial pour que tout le monde dans l'entreprise ait accès à, alors soit puisse donner la bienvenue directement aux collaborateurs ou alors qu'il y ait un pot d'accueil qui soit organisé. Voilà, qui est assez un moment sympa de partage pour découvrir les différentes équipes et aussi mettre un visage derrière des noms. Parce que parfois, au quotidien, on voit les emails passer, mais on connaît pas la personne vraiment. Et puis sur la droite, je vous ai mis deux petites captures d'écran qui représentent en fait un outil qu'on utilise beaucoup en interne, qui est assez pratique, qui s'appelle Notion. Et en fait, c'est ce qui va nous aider à rassembler nos différents processus, rassembler toutes les informations internes qu'on a besoin de connaître sur Factorial. Donc, vous voyez, bon, là, du coup, c'est en anglais parce qu'on est internationaux, mais on va avoir la liste des différents bureaux, la liste des valeurs, la liste des bénéfices quand on rejoint Factorial, la culture. On a aussi un programme le premier jour chez Factorial, comme ça, vraiment. Encore une fois, l'objectif, c'est que tout soit vraiment centralisé au même endroit. Il n'y a pas de surprise. Et puis, ça fait gagner du temps aussi aux personnes qui doivent faire les onboarding, de ne pas toujours répéter les mêmes choses pour que vraiment ils puissent automatiser tout ce qui est chronophage et par contre apporter de la vraie valeur humaine aux nouveaux collaborateurs. Donc, c'était un petit peu ça que je voulais partager là-dessus. Et sinon, super point de Clément. Top, merci. Désolée, j'avais mon micro coupé, je parlais toute seule. Top. C'est super riche, en tout cas, je trouve ça chouette que vous puissiez partager l'un et l'autre des pratiques comme ça, vraiment des choses très concrètes. C'est ce qui rend
le webinaire encore plus riche. Si vous avez des questions dans le chat, surtout, n'hésitez pas à rebondir et poser vos questions. Hein. On reviendra dessus sur la fin, mais on a encore plein de choses à vous partager. Clément, tu avais des choses à rajouter sur qu'est-ce qui peut faire un onboarding réussi, d'autres pratiques à partager? Bah ouais, on avait parlé un peu de quelques jours avant le premier jour pour bien préparer. Et le premier jour, du coup, ça va être présenter les locaux. Et là, je pense à un classique, on ne l'a pas eu dans les pires onboarding, mais le classique des toilettes, par exemple, le nombre de fois où des gens... Ah, on a perdu Albin. Je pense qu'il va se reconnecter. Le nombre de fois où ça arrive d'arriver le premier jour, on nous installe, à la rigueur, cette fois, mettons, tout va bien, on a notre laptop, on a tout. Mais en fait, personne ne nous a montré où étaient les toilettes. Puis la journée commence à avancer. Et on a besoin d'aller aux toilettes. Et tu as ce moment hyper gênant où il faut se lever et aller dans la... Pardon, c'est où les toilettes? Donc, c'est tout bête, mais le petit tour des locaux, le premier jour, montrer où il y a les toilettes, où, par exemple, on peut aller chercher de l'eau si on a besoin, aller chercher un café, la cantine, je sais rien, vraiment les basico-basiques, mais ça, hyper important. Et dans la même veine, on a récupéré Albin. Albin, si tu peux représenter du coup la presse, s'il te plaît, parce que du coup, on l'a perdu. Welcome back, Albin. Dans la même veine, la présentation de l'équipe, des stakeholders, donc faire un petit peu le tour, qu'on nous introduise aux gens. Moi, ça m'était arrivé dans une boîte comme ça, que j'arrive le premier jour, on m'installe dans un open space du coup géant, un super plateau avec plein de gens, et on me présente à littéralement personne. Et en plus, ma manager de l'époque me dit « Bon, tiens, je te laisse t'installer avec ton laptop. Moi, j'ai des réunions toute la matinée. Je te laisse configurer ton mot de passe et on se voit cet après-midi. » Et je me suis dit « Alors, c'est bien, mais configurer un mot de passe, ça va me prendre entre 30 secondes et 1 minute. Et qu'est-ce que je fais après ?» Et du coup, je me retrouve laissé là. Je configure mon mot de passe. J'arrive sur un ordi qui s'allume, du coup, un bureau qui est vide. Je me dis « Bon, je vais lancer le navigateur. Peut-être que la page par défaut d'accueil, c'est un intranet, un truc comme ça. » Je lance le navigateur, la page par défaut, c'est Google Chrome, donc il n'y a pas d'intranet ni rien. Je me dis, bon, je vais regarder, j'ai peut-être des accès réseau, et je vais peut-être pouvoir aller chercher dans le réseau de la doc, un truc comme ça, quoi. J'ouvre ma bibliothèque pour regarder si je suis connecté à réseau. Je ne suis connecté à aucun réseau, donc je n'ai rien. Donc j'ai littéralement juste un laptop vide, quoi, effacé, neuf, avec rien du tout. Et je me dis, OK, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et c'est un truc tout bête, mais en fait, j'étais assis du coup sur un bench avec plein de gens dans un open space, mais on m'avait présenté à personne. Donc je ne savais même pas si c'était des gens de mon équipe directement, de d'autres équipes. J'étais vraiment perdu. Et il a fallu que je me lève moi-même et que j'aille voir la personne un peu proche et que salut, je m'appelle Clément, je viens d'arriver, je suis dans telle équipe et tout. Ma manager, un autre métier, et en fait, je sais littéralement pas quoi faire. Est-ce qu'il y a un intranet? Est-ce qu'il y a un réseau? Comment ça se passe? Ou est-ce que je peux peut-être aller chercher de la doc et trouver un truc à faire parce que là, je suis perdu, quoi. Donc, présenter aussi à l'équipe, aux stakeholders pour éviter ce genre de choses. Donner peut-être des docs, des tutos, des choses à faire. Et là, je reviens sur le planning à prévoir. Et puis surtout, un déjeuner de bienvenue. Ça, pareil, c'est le pire truc. Cette même expérience et ce même onboarding arrive le moment où je vois qu'il est midi. Je me dis, bon, je vais attendre et je vais voir ce que les gens font. Et puis, petit à petit, les gens qui se lèvent, mais un séparément, et qui vont chacun manger. Et moi, ma boîte précédente, c'était une boîte où on faisait tout le temps des déj d'équipe. Donc, je sais pas, en fait, quand quelqu'un allait manger, un peu tout le monde allait manger, et puis on me disait qui veut venir, on va manger. Mais là, c'était en fait chacun vit sa vie en indépendant. Donc j'étais encore plus perdu. Puis on avance 12h30, là il reste déjà plus qu'une dizaine de personnes, et je me dis bon, en fait, faut que je fasse un truc, quoi. Et donc je me lève et je vois quelqu'un, je fais ouais, du coup je suis nouveau, j'ai personne avec qui manger, quoi. Tu veux pas être mon ami, quoi, pour rigoler un peu? Et la personne dit désolé, mais moi le lundi midi, je vais courir, donc ça pourra pas être moi. Je fais ok, pas grave. Là, je commence à prendre mon courage. C'est horrible. Personne. La personne fait ah ouais, désolé, mais moi j'ai un déj. Et là, je me dis mais attends, c'est l'enfer. Donc pareil, évitez ça pour vos collaborateurs et collaboratrices. Préparez un petit déjeuner le premier jour, ou à minima, si vous ne pouvez pas, la liste des endroits où la personne peut aller chercher à manger ou autre. S'il n'y a rien de pire que de se retrouver à manger seul. Et puis en plus, au-delà de manger seul, à pas savoir où aller chercher à manger, parce qu'il n'y avait pas de cantine, donc il faut aller chercher à l'extérieur. Mais je ne connaissais pas les restos du coin, enfin, je ne connaissais rien. C'était assez perturbant. Et le bonus que je vous donnais là-dessus, c'est le Welcome Pack. Albin en parlait avec la taille de t-shirt chez Factorial. Nous, on avait plein de trucs aussi sur la slide suivante, je crois. On avait mis quelques photos avec Albin de ce qu'ils font chez... alors ça, c'est ce qu'on faisait chez Ubisoft. Typiquement, après Ubisoft, c'est du divertissement. Donc les Welcome Packs, c'est des boîtes énormes avec plein de trucs. Chez Factorial, pareil, il y a des t-shirts. Je ne sais pas si tu veux compléter, Albin. Mais ça, hyper sympa pour se sentir intégré. Puis avoir déjà de la merch un peu, des produits... brandé aux yeux de la boîte et se dire trop cool, quoi. On se sent intégré et puis on se sent un peu plus part.
Ouais, exactement. Déjà, juste pour réagir, je voulais pas te couper pendant ton anecdote, mais franchement, ça fait vraiment mal au cœur ce que tu racontais. J'espère On que a c'est mal le au cœur pire, pour toi. c'est le pire scénario possible. Et oui, pour revenir du coup sur le kit de bienvenue, donc c'est vrai que pour moi, c'est la première fois que je reçois un kit comme ça aussi bien fourni. Donc c'est assez sympa. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de cher à mettre en place, mais en fait, c'est l'intention qui compte. Et c'est un peu le message à retenir, je pense, là-dessus. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de dépenser énormément de budget, mais ça fera une différence, en tout cas pour vos nouveaux collaborateurs, et ils se sentiront impliqués, ils se sentiront aussi qui font partie de la culture d'entreprise. Donc voilà, c'est des petites choses, mais ça fait la différence au quotidien. J'ai d'ailleurs des petites questions. Alors, j'en ai plusieurs. Il y a des questions que je gardais pour la fin. Rassurez-vous, on reviendra dessus. J'en ai vu passer. Je ne vous oublie pas. Je rebondis sur une par rapport au Welcome Pack, justement. Julie qui nous dit, si pas gros budget, est-ce qu'on peut avoir partagé des idées de Welcome Pack, même pour un petit budget? Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme Welcome Pack sans partir dans un gros truc? Un carnet, un stylo, c'est les trucs les moins chers, je pense. C'est déjà ça, c'est un début. Alors maintenant, les gens écrivent de moins en moins. J'ai l'impression d'être déjà un vieux, parce que je me rappelle les moments où j'étais trop content d'avoir un carnet brandé et un stylo. Un stylo, sinon, le t-shirt, en vrai, il y a des marques, enfin, ça dépend de la taille de l'entreprise, mais c'est pas forcément excessif. En fait, il vaut mieux avoir juste un goodies, mais un peu quali, si on n'a pas de budget, que d'essayer d'avoir une super boîte avec plein de trucs, quoi. La gourde aussi, c'est pas mal à la mode, et c'est cool, parce que ça a aussi un impact RSE, si on veut supprimer les gobelets, etc., dans la boîte. Donc ça, c'est vraiment les classiques. Tote bag, sinon, qui est très peu cher, et qui est une bonne solution. Et j'ai Et même puis, envie je d'ajouter... t'en prie. Ah, pardon, Albin. Je me permets d'ajouter, je trouve que vaut même mieux un petit welcome pack, même juste un stylo, mais un super onboarding vraiment bien ficelé, avec de la communication, un vrai accompagnement, etc., etc., plutôt que mettre le budget dans un beau welcome pack, et puis à côté de ça, pas vraiment accompagné et rater son onboarding. Moi, j'ai vécu des onboardings où j'étais hyper contente d'avoir des goodies et tout, mais à côté de ça, on m'a laissé un plan et on m'a pas vraiment accompagné à mon démarrage. Donc, je me dis que la priorité, c'est pas forcément un welcome pack. Je sais pas, Albin, si tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça. C'était exactement ça. C'était C'est ce que exactement tu allais ça. dire? Je l'ai Ouais, ouais. senti. J'ai vu ton... Il s'est passé un truc. On a eu une connexion. Toujours. Bon, tant mieux. Je dis pas n'importe quoi, alors. Grosse. Il y a d'autres questions, mais je les garde pour après. Si vous voulez avancer, parce que je vois que le temps défile et on a encore plein de choses à rajouter. Si vous voulez rajouter d'autres choses, dites-moi, Clément et Albin. Ouais, j'ai vu qu'il y a pas mal de questions. Bon, on pourra essayer de garder du temps à la fin. On va accélérer Oui, à ce moment-là absolument. pour prendre les questions. Pour moi, c'est plus important qu'on réponde à vos questions dans le chat que plutôt qu'on descende le contenu qu'on avait préparé. Mais rapidement, ensuite, j'étais allé plus loin que le premier jour. Dans le premier mois, des rendez-vous hebdo avec le manager pour s'assurer que tout va bien, avoir du suivi. Inviter le collaborateur ou la collaboratrice à faire un rapport d'étonnement. C'est toujours hyper important d'avoir un regard extérieur. Ça nous permet souvent de voir des choses où nous, on est la tête dans le guidon et on ne s'en rend pas compte. Et quand on nous le dit, on dit « Ah bah ouais, ça fait sens ». Et tips sur le rapport d'étonnement, n'hésitez pas à poser la question de est-ce que tu as vu des choses dans d'autres boîtes ou entendu parler de choses qui pourraient être pertinents chez nous, quoi. Au-delà de qu'est-ce qui t'étonne chez nous, qu'est-ce que peut-être il manque chez nous et qu'on pourrait faire mieux ou différemment. Des présentations. Alors, j'ai appelé cœur et métier. Ça, j'aurais pas trop le temps de vous présenter ça, mais j'ai quelques slides, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et si ça vous intéresse, je pourrais vous les envoyer par la suite. Mais chez Partout, nous, on fait des présentations sur des sujets que j'ai appelés cœur, des sujets hyper importants de l'entreprise, l'histoire de l'entreprise, les chiffres clés, etc. Et après, des présentations métiers pour les métiers avec lesquels on va être amené à travailler pour mieux comprendre à quoi correspond leur métier. Et après 3 mois, pareil, un vrai point là, plus long, sur la prise de poste, les axes d'amélioration, ainsi de suite. Et en bonus, je mettais la Pulse Survey, donc prise de pouls, des petites enquêtes en fait qui permettent de savoir comment ça se passe et d'avoir un suivi sur les premières semaines et les premiers mois, s'assurer que tout va bien. Et puis peut-être une enquête un peu plus complète au bout de 2-3 mois, là vraiment sur plus quali sur comment ça s'est passé. Moi, je fais un entretien avec tous mes collaboratrices à 1 mois et demi, où j'ai tout un template avec des questions pour savoir comment s'est passé leur premier jour. Parfait. Ouais. J'ai vu passer justement dans le chat des questions par rapport au rapport d'étonnement. Donc, vous voyez, finalement, on y vient spontanément. Le sujet est abordé, donc c'est chouette. Les réponses sont déjà données pour ces questions-là. Albin, je pense que tu voulais compléter avec d'autres choses pour finaliser sur ce process onboarding.
Ouais, exactement. Bah, ça reprend un petit peu ce que disait Clément, hein. L'objectif, c'est encore une fois, Mhm. l'onboarding s'arrête pas le jour J. C'est quelque chose qui se fait sur la durée. C'est important de bien mesurer et de demander, d'interroger ses collaborateurs pour savoir voilà, comment ils se sentent. Alors, qu'est-ce qu'ils ont pensé du processus de recrutement, mais aussi de onboarding, comment ça se passe avec l'équipe. Donc, voilà, vous pouvez soit le faire avec un processus un petit peu manuel ou alors passer sur des solutions RH comme ce qu'on peut proposer. Mais du coup, je voulais vous montrer un petit peu à quoi ça correspond. Donc, poser des questions, récupérer des réponses, analyser ce qui se passe facilement pour être en constante amélioration des process. Donc, c'est un peu le message que je voulais partager là-dessus. Ouais, quelque chose que je dis Parfait. souvent, moi là-dessus, c'est qu'il ne faut pas oublier que la période d'essai, c'est dans les deux sens, hein. Je reviens sur l'histoire d'amour, mais une histoire d'amour où il n'y a qu'une personne dans le couple qui aime l'autre, ça ne marche pas. Et on a trop souvent tendance à vendre, enfin, ou imaginer que la période d'essai, c'est au collaborateur de prouver qu'il répond bien aux enjeux de l'entreprise. Mais en fait, c'est dans les deux sens et c'est aussi à l'entreprise de prouver qu'elle répond aux besoins du collaborateur. Je reviens sur ce que je fais, mais moi, je vois le collaborateur au bout d'un mois et demi pour savoir si justement l'entreprise lui correspond bien, si la réalité est alignée avec ses attentes ou les promesses qu'on lui a faites. Et après, je vois le manager à 2 mois pour savoir comment ça se passe et justement si on est plutôt sur validation, renouvellement ou rupture de PE. Top, top pour ce partage. J'en profite pour rebondir sur une question parce que je sais que c'est un sujet qu'on va peut-être aborder juste après, mais il y a Julie qui demandait un peu plus tôt dans le chat pour une embauche en masse. Voilà, je dois accueillir 10 personnes à la fois, voire plus. Est-ce qu'il il y a éventuellement des process ou des bonnes pratiques qu'on peut aborder sur voilà, une intégration en masse? Alors, dans le chat, il y a des personnes qui ont partagé des très bonnes idées, avec l'effet notamment, pourquoi pas, créer une promotion pour tous les nouveaux arrivants, par exemple. Est-ce que vous avez d'autres idées, vous, à partager pour une intégration en masse comme ça? Ouais, c'est ce qui se fait souvent, hein, les esprits de promotion. Nous, on a des promos en fait tous les lundis. Donc, les onboarding ne se font que le lundi, 3 lundis par mois. Le quatrième est celui de la semaine de la paye. Donc, on libère nos pauvres HR qui font le onboarding pour qu'elles soient sur la paie. Et du coup, effectivement, ça crée des sessions de promotion. Ça permet aussi de gagner du temps parce que les présentations d'infos sur l'entreprise dont je vous parlais, on les fait une fois à 10 personnes plutôt que d'aller faire 15 fois à une personne. Et ça, c'est généralement ce qui se fait quand on commence à avoir des gros groupes. Yes, ça Et marche. pareil, pareil de notre côté. Albin? Ouais. Ouais, c'est le même principe. On a deux lundis par mois. C'est des promotions je crois que c'est une quarantaine de personnes à chaque fois. Donc, avec des sessions d'onboarding qui vont varier un petit peu en fonction des postes. Mais l'objectif, c'est de tout centraliser voilà, pour pas perdre de temps sur trop de temps. Parfait. Toujours du concret. Enfin, d'autres questions qui nous permettront aussi d'avancer sur les sujets suivants. Il y avait la question, ce qu'était le NPS, c'était sur la slide précédente. Tu avais indiqué, Albin, l'acronyme NPS, et ça permet peut-être aussi d'enchaîner. J'avais vu une question passer qui demandait, en termes de digitalisation, qu'est-ce qu'on peut explorer comme outil pour accompagner l'onboarding. Alors, du coup, Albin, je te laisse répondre pour le NPS et éventuellement sur les outils possibles pour digitaliser un onboarding. Oui, bon, je crois que Clément avait répondu sur le chat. Donc, c'est un score en Ah, fait j'ai pas vu. qui permet à l'entreprise de mesurer voilà, qui est plutôt promoteur dans l'entreprise, qui est plutôt détracteur, qui est neutre. Et du coup, c'est un petit peu dans l'ensemble, l'objectif, c'est de comprendre la satisfaction des collaborateurs. Donc, voilà, bon, c'est un petit peu le principe et l'objectif, c'est de récupérer des informations en temps réel. Donc, vous allez digitaliser vos différents process, hein, que ce soit dans l'intégration des collaborateurs, les sondages, la récupération des feedbacks et la planification des formations pour avoir vraiment des plans digitalisés de vos collaborateurs. Si jamais vous voulez un peu plus d'infos, on pourra en reparler au cas par cas parce que chaque besoin est différent. Voilà. Et vous, en l'occurrence, chez Factorial, vous proposez de l'accompagnement dans la digitalisation de l'onboarding?
Oui, complètement, complètement. Ouais, ça fait partie intégrante de ce qu'on propose. Donc, si je devais résumer en quelques mots, hein, ça va aller du recrutement jusqu'à l'intégration des nouveaux collaborateurs, jusqu'à la sortie des collaborateurs, et puis après toutes les problématiques liées à la gestion des carrières, la gestion du temps. Donc, c'est assez vaste. Mais en effet, c'est des sujets qui sont traités au quotidien. Ça marche. Et la digitalisation, en l'occurrence, est-ce qu'elle va s'adresser seulement à des onboarding en présentiel ou est-ce que ça peut aussi s'adresser à du remote? Parce qu'il y a Marine qui nous demandait justement comment mettre en place un onboarding pour une équipe en full remote. Albin, si tu veux Bah, rebondir sur ça. Parce qu'il nous reste 5 ouais, minutes. pas de Il nous souci. reste 5 minutes de webinaire. Donc, C'est on un gardera très, du temps pour répondre aux dernières questions, mais c'est... Vas-y. C'est un très bon point, très bonne question. Bah, ma recommandation, c'est d'utiliser un petit peu différents outils. Donc, par exemple, nous, chez Factorial, pour les personnes qui peuvent pas venir au quotidien, on a des vidéos. Donc, les RH vont faire des vidéos pour expliquer un petit peu, souhaiter la bienvenue, expliquer comment fonctionnent les différents process, signer digitalement les documents, récupérer les informations digitalement. Donc, pour que vraiment les choses se fassent sans aucun souci, même à distance. Et voilà, pour la petite histoire, c'est ce qui nous a permis, c'est un des facteurs de succès qui nous a permis de passer de 70 à 900 collaborateurs dans 25 pays en moins de 3 ans. Sans avoir à multiplier par 10 notre équipe RH. Donc, on a les outils et puis derrière les process de qualité. C'est un petit peu la recette qui fonctionne pour nous, en tout cas là-dessus. Ah, excusez-moi, à chaque fois, j'arrive pas à remettre mon micro. Je vais le laisser ouvert. En fait, je vais pas le fermer. À chaque fois, ça prend un temps fou. Vu qu'on arrive tout au bout de ce webinaire et que j'ai vu quelques petites questions rester en suspens, ce que je vous propose, c'est peut-être dans le chat d'en profiter pour nous partager s'il y avait encore des petites questions potentiellement restées en suspens avant que l'on arrive à la clôture de ce webinaire. Et j'en partage une entre-temps, quelqu'un qui nous demandait des idées pour des intégrations d'ouvriers en atelier en 2-8 sur des plannings un peu, sur des rotations, des plannings un peu plus complexes. Est-ce que vous auriez des idées à partager à Ilona? Ouais, vous avez sur l'écran, parce que je vais juste expliquer, parce que sinon ça peut paraître bizarre cette photo. C'était pour aller jusqu'au bout de la relation dating et real life. Ah oui. Et en fait, c'était juste un message que je voulais dire, c'est faire attention à avoir en revanche un discours qui corresponde à la réalité. N'allez pas promettre une superbe expérience collaborateur si votre onboarding n'est pas au niveau. Allez pas vendre une superbe expérience candidat si votre parcours de recrutement n'est pas au niveau, ainsi de suite. Et du coup, c'est toujours pour rappeler que vaut mieux être honnête sur ce qu'on fait bien et ce qu'on fait moins bien que vouloir vendre du rêve et qui créera forcément de la déception. Si on est modeste et qu'on a quelque chose de modeste mais qui tourne bien, les gens seront contents. En revanche, si on leur vend quelque chose d'incroyable à gauche et que la réalité est à droite, là, on va créer de la déception, on va perdre des collaborateurs. Sur la question des ouvriers, en fait, je ne connais pas exactement le contexte, mais en fait, si on est sur des promotions d'ouvriers qui arrivent en même temps, pareil, c'est d'essayer d'avoir un système de promo. Je suppose qu'il y a un enjeu de les former sur la tâche ou les machines, etc., avec lesquelles ils vont travailler. Donc, c'est avoir anticipé en amont quel collaborateur les formera, quelle durée ça prend de formation, s'ils doivent passer par différentes équipes, différents outils, différents aspects de la chaîne, s'assurer que tout ça soit cadré et qu'on ait un fil rouge. Donc, j'en reviens à ces trucs-là, en fait, de bien préparer les premiers jours et la première semaine et essayer, si possible, de faire des promos pour optimiser et que les formations se fassent devant tous les nouveaux d'un coup, plutôt qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne, parce que ça prend du temps, que ça paralyse potentiellement la chaîne ou les machines le temps où on forme, parce que c'est un temps où on ne produit pas à la vitesse normale, ce genre de choses. Ok, super. Des bonnes idées. J'espère que ça parlera à Ilona qui avait cette interrogation-là. Est-ce qu'il y a des points que vous vouliez aborder pour compléter, notamment Albin? Et moi, de mon côté, je recueille les dernières questions qui peuvent apparaître dans le chat. Et on vous enverra à la presse avec ce qu'on n'a pas eu le temps de voir. Notamment, moi, dedans, j'avais mis une description des différentes présentations qu'on fait aux nouveaux arrivants, justement. Albin avait mis pas mal de petits tips ou utilités qu'on peut avoir en termes d'outils
et avec aussi des exemples tirés de Factorial, bien évidemment, puisque Factorial est aussi un outil qui permet d'accompagner sur ces questions d'onboarding. Des exemples de questions on a été un peu gourmand. Ouais, mais c'est mieux. Moi, je préfère qu'on le fasse en discussion comme ça, qu'on réponde à vos questions. Sur le rapport d'étonnement, Yes. très bonne question. En fait, moi, j'aime bien utiliser une méthodologie qui s'appelle KISS. Décidément, je reste toujours dans ce romantisme. Donc, KISS comme bisous en anglais, K-I-S-S. Et KISS, la logique derrière, c'est Keep, Improve, Start, Stop. Je vous le mets dans le chat. Et donc, en gros, ça va être qu'est-ce qu'on garde, keep. Donc, qu'est-ce qui est bien et qu'il faut qu'on continue. Ça fait toujours plaisir d'avoir des feedbacks sur ce qu'on fait bien. Improve, qu'est-ce qu'on fait qui est bien mais qu'il faudrait améliorer, changer. Peut-être que telle présentation, elle est bien mais elle est trop longue ou elle est trop courte ou il manque telle ou telle info. Start, c'est qu'est-ce qu'on ne fait pas mais qu'il faudrait qu'on fasse. Et là-dessus, moi, j'invite toujours les gens à réfléchir à ce dont ils ont entendu parler ailleurs ou qu'ils ont vu et expérimenté eux-mêmes ailleurs. Et stop, c'est qu'est-ce qu'on fait mais qu'on ne devrait pas faire en fait. Soit ça ne marche pas, soit c'est pas utile, et c'est pas grave, ça peut arriver. On teste, on itère et c'est pas grave. Et moi, j'aime bien donner cette méthodologie aux gens et dire, en fait, pendant tes premières semaines, essaie de tout ce que tu vois, de te dire est-ce qu'il faut qu'on le keep, qu'on l'improve, qu'on le start, qu'on le stop. Et après, fais-moi une restite là-dessus, à la fois sur des sujets hyper métier, terrain du job et sur des sujets plus liés à l'entreprise. Et je me permets Super, juste de... je sais que ça... Vas-y Albin, vas-y. Ah, excuse-moi, ouais, je me permets de confirmer que c'est un super point et c'est ce qui fait le succès aussi, je pense, des scale-up, des entreprises qui grossissent vite et dans la durée parce qu'elles utilisent justement les feedbacks des collaborateurs pour continuer à s'améliorer en continu et à améliorer leur process. Donc, non, c'est un très bon point. Top. Merci Clément, c'est hyper riche et je vois que ça réagit dans le chat, ça a bien plu là l'acronyme KISS, ça parle à tout le monde, c'est simple, efficace, puis on est encore dans le parallèle avec l'amour. J'ai pas relevé d'autres questions dans le chat. J'espère qu'on a répondu à toutes vos interrogations. Est-ce que Albin, tu voulais compléter pour clôturer? Non, écoute, c'était très bien. Vous pouvez, si jamais il y a d'autres questions, je pourrais vous laisser mon adresse email à la fin. Ici, donc albin.prudon@factorial.co. Clément, je crois que c'est plutôt sur LinkedIn que tu es joignable. Yes, Exactement. il nous fait un pouce. Clément sur LinkedIn, Albin, du coup, effectivement, si vous avez envie de creuser la notion onboarding et vous faire accompagner sur ce sujet-là, n'hésitez pas à revenir vers Albin. Est-ce que vous vouliez partager un petit mot de la fin, Clément et Albin? Moi, juste merci à toutes et à tous. Merci Factorial pour l'invitation. Et merci Anaïs pour l'orga, l'animation de ce webinaire. Avec plaisir. Je rebondis. Merci Clément. Merci Albin aussi. C'était un webinaire très riche. Merci à toute l'équipe derrière qu'on ne voit pas. Il y a toute l'équipe de Culture RH qui est là pour tout organiser. Ce sont eux, hein, les petites mains derrière ces webinaires chaque mois. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur ça. On vous retrouve évidemment le mois prochain. Alors, je ne veux pas vous spoiler. La thématique sera communiquée très prochainement. Donc, je vous invite à suivre par le biais de notre newsletter où on consultant notre site ou les différents réseaux sociaux de Culture RH, vous pourrez rester au fait. Moi, en ce qui me concerne, vous pouvez me retrouver également sur LinkedIn et sinon, chaque mois, dans les webinaires de Culture RH. Albin, je te laisse un petit mot de la fin pour conclure. Pareillement, un grand merci à tous et puis n'hésitez pas si jamais il y a des questions, je serai content de pouvoir y répondre en privé. Top. Isis qui dit dans le chat, je recommande à tous Culture RH. Allez, merci Isis. Écoutez, c'est cadeau, ça fait plaisir. Présentation au top. Je vois qu'il y a des réactions vraiment très positives dans le chat. En tout cas, merci à vous tous et à toutes dans le chat. Comme à chaque fois, vous êtes hyper actifs. C'est un plaisir de vous lire. Vous enrichissez les échanges qu'on peut avoir à chaque fois dans les webinaires. Donc, vraiment au top. Merci à vous tous. Écoutez, je ne peux que vous souhaiter une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Merci Albin, merci Clément, à bientôt. Merci, au revoir. Ciao. Au revoir tout le monde.